Chapitre 16. Progrès. Mes interrogations sur le reclus de la grande écurie ne trouvent guère de réponse dans les jours et les semaines qui suivent. Depuis l'étrange épisode des têtes tranchées, il ne donne plus aucun signe de vie. Et le rythme trépidant des cours occupe trop mon cerveau pour le laisser courir après une chimère. Aux yeux des pensionnaires et des professeurs, la nouvelle n'en est plus une. Chacun a compris que j'étais là pour rester. Et Lénaïs elle-même semble avoir décidé de m'ignorer, comme si je faisais partie des meubles, pour se concentrer sur les cours et me battre à la loyale lors de la compétition pour la gorgée du roi. C'est que je maîtrise de mieux en mieux mon personnage de baronnette provinciale, sa manière de penser, le passé que je lui ai inventé à partir de ce que je sais de la véritable Diane de Gastefrisch. Chaque jour, jouer ce rôle me semble un peu plus facile que la veille, un peu plus vertigineux aussi. Jeanne et Diane, deux prénoms qui sonnent presque pareils, comme les deux faces d'une même pièce. Pendant la journée, il n'y a que le côté face qui existe, le masque derrière lequel je me cache. Mais la nuit, à l'abri des épais rideaux de mon lit à baldaquin, je redeviens le côté pile, celui dont on ne doit pas dire le nom. Là, dans l'obscurité complète, où nul ne peut m'épier, je suis à nouveau Jeanne. J'ouvre ma montre à gousset silencieuse, arrêtée à jamais sur 7h38. Tel le cœur de maman qui a cessé de battre pour toujours. La liberté ou la mort, dit la devise gravée au creux du couvercle. J'ai choisi la mort, parce que la liberté n'a pas de sens dans un monde dépeuplé de tous les miens. Parce que la mort est le prix à payer pour tenter d'éradiquer le principal responsable de leur disparition, l'immuable. Possédée par cette folle obsession, je me jette à corps perdu dans ma formation. J'ai davantage de facilité chez Chantilly et chez Saint-Loup. La plupart des pensionnaires prennent les campagnards pour des paysans illettrés, mais l'éducation que m'ont donnée mes parents me permet souvent de les éclipser en art de la conversation. Quant à l'art martial, je dois apprendre à manier le sabre et l'épée, mais mes longues chasses en forêt ont affûté mes réflexes guerriers, et mes années de pratique du lance-pierre m'aident à viser juste au pistolet. L'art équestre est moins aisé, je l'avoue. Certes, Typhon me ménage, et suit les reprises avec une docilité qui étonne tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de faire une démonstration de dressage en solo, il n'y a plus que lui et moi dans le manège. Le grand écuyer en profite pour me couvrir d'invectives, critiquant ma manière de m'accrocher à la crinière, le mauvais placement de mes aides et mon assiette déplorable. J'encaisse le tout sans broncher, tâchant de grappiller des bribes de leçons sous les remontrances. C'est qu'à la fin du mois d'octobre, les concurrents en lice pour la gorgée du roi devront effectuer un carrousel, un ballet équestre parfaitement coordonné. Finalement, c'est l'art courtois qui me cause le plus de difficultés. J'ai un mal fou à retenir les us et coutumes d'une cour qui me fait horreur. J'ai tendance à m'empêtrer dans le choix de mes couverts à table, à faire mes révérences trop basses ou au contraire trop hautes, à me tromper dans l'ordre des préséances. Bref, à malmener l'étiquette par 1000 petits travers qui font grimacer Barvock. Heureusement, je peux compter sur l'aide de Naoko, qui excelle en la matière. Elle me dispense ses conseils, reprenant par le menu les erreurs que j'ai commises pour m'aider à les corriger. Elle s'adresse toujours à moi sous le nom de Diane. Il n'y a qu'à la toilette du soir qu'elle emploie le nom de Jeanne, lorsque nous nous enfermons toutes les deux dans la salle d'eau avant d'aller souper. À l'abri des oreilles indiscrètes, robinet ouvert pour couvrir nos chuchotements, nous nous racontons nos vies. Tout en garnissant son chignon d'ornement, Naoko me décrit son pays natal et ses coutumes étranges. À l'écouter, la cour impériale du Japon semble aussi cruelle et codifiée que celle de Versailles. À mon tour, tandis qu'elle me coiffe, je lui parle de l'Auvergne. L'ennui de mes journées monotones, la joie de mes courses en forêt, les prises de bec avec ma mère, qui me semble à présent bien dérisoire au regard du combat qui était le sien. Je n'arrive pas à croire que mes parents pratiquaient l'alchimie en cachette, je lui confie un soir. L'alchimie est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense, malgré son interdiction officielle, me répond-elle. Les médecins de l'empereur du Japon lui vouent une véritable passion, de même que les docteurs de la faculté en Occident. Je la dévisage sous sa frange noire. Qu'est-ce que l'alchimie, au juste ? Je lui demande. Une manipulation des humeurs, me répond-elle, baissant la voix, même si nous parlons déjà dans un chuchotement. Les humeurs ? Tu veux dire celles qui circulent dans le corps des êtres vivants ? Le flegme, le sang, la bile jaune et la bile noire ? Plus une cinquième, qui est propre aux immortels, la ténébrine. J'en reste sans voix pendant quelques secondes,
laissant le glougloutement de l'eau et le grondement de la plomberie remplir le silence. Les ténèbres seraient une humeur ? Je parviens finalement à articuler. Depuis toute petite, je vis dans la crainte des ténèbres, mais je n'ai jamais été capable de les définir clairement. Naoko hoche gravement la tête. Les ténèbres sont plutôt une énergie qui se manifeste de multiples façons. En glaçant le climat, en donnant naissance à des abominations, en ramenant des cadavres à la vie. Dans les veines des vampires, cette énergie mystique se condense en ténébrine. Ou du moins c'est ce que prétend la faculté. Je me souviens du sentiment d'horreur cosmique qui m'avait saisi au jardin lorsque j'avais plongé mes yeux dans ceux du roi, à travers les fentes de son masque. J'avais cru m'abîmer dans le vide intersidéral. Mais c'était la ténébrine qui saturait le regard royal, une substance aussi sombre que l'espace. Voilà pourquoi les immortels ont fait de la médecine la nouvelle religion du monde, s'entourant de prêtres médecins, dit Naoko. Pas seulement pour prélever le sang du peuple, mais aussi pour essayer de comprendre cette humeur surnaturelle qui n'appartient qu'à eux. Elle rajuste nerveusement son chignon. Assez parlé de ces horreurs qui nous dépassent. Finissons de nous préparer pour le souper avant de nous transformer en glaçons. Elle a raison. Si nous restons trop longtemps dans cette salle aux carreaux gelés, nous allons finir par tomber malades. La nuit est presque là. Barvok nous attend en bas, dans la salle de gala. Il est temps pour moi de réendosser le rôle de la baronnette. Nous sommes le 3 octobre. Il ne reste plus qu'un petit mois avant la gorgée du roi, nous annonce Madame Thérèse le lendemain au petit déjeuner. À ce stade, celles qui veulent concourir se sont toutes déclarées. Il s'agit de la majorité. 12 demoiselles en lice pour le poste de nouvelle écuyère du roi. Naoko, qui fait partie des 3 ayant décidé de ne pas se présenter, m'accorde un regard de soutien par-dessus sa tasse de thé. L'encouragement de Poppy est moins subtil. Elle me donne une tape dans le dos, manquant de me faire renverser mon café au lait. « Qui l'eût cru, Belle Deschamps ?» s'exclame-t-elle malicieusement. « Il y a un mois encore, tu t'occupais des concours de bestiaux dans ta campagne, et regarde-toi aujourd'hui, en lice pour l'honneur suprême. Si tu la décroches, cette cocarde-là, la brebis pâquerette elle-même pour aller se rhabiller. » La manière dont Poppy reprend ma saillie contre Elénaïs a quelque chose d'amusant. Mais au-dessus de son sourire jovial, ses yeux soulignés de colle brillent d'un éclat farouche. Elle sait qu'il n'y a qu'une cocarde à décrocher. Une seule. Les 4 derniers jours du mois d'octobre seront consacrés à 4 épreuves éliminatoires successives, rappelle Madame Thérèse, énonçant un règlement que nous connaissons désormais toutes par cœur. Le 28, épreuve d'art courtois, qui sélectionnera les 6 concurrentes les plus polissées. Le 29, épreuve d'art équestre, pour déterminer les 3 meilleures cavalières. Le 30, épreuve d'art de la conversation, à l'issue de laquelle resteront seulement les 2 pensionnaires les plus en verve. Le 31, enfin, épreuve d'art martial, un duel destiné à départager les finalistes. Le même soir à minuit, le roi procédera au rituel de la gorgée avec la gagnante du côté des filles et le vainqueur du côté des garçons, adoubant ainsi une nouvelle écuyère et un nouvel écuyer. Je souris à Naoko. La première épreuve éliminatoire concerne la discipline où je me débrouille le moins bien, et j'aurai besoin de toute son aide pour combler mes lacunes lors des 4 semaines à venir. Mais Madame Thérèse n'en a pas fini. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdemoiselles, qu'il existe un 5e noble art, l'art vampirique, que nous n'enseignons qu'aux aînés. Cet art raffiné entre tous ne fait l'objet d'aucune épreuve, mais il est nécessaire d'en maîtriser certains rudiments avant d'entrer à la cour. J'ignore ce qu'est exactement l'art vampirique, mais je présume le pire. Il y a quelque chose d'odieux dans la manière dont la gouvernante en évoque le raffinement. Toute roturière qu'elle est, je devine que sa peau n'a pas connu la saignée depuis des lustres. Sa place à la grande écurie offre bien des privilèges. Moi qui caressais l'espoir d'en faire une alliée lors de mon arrivée à l'école, j'ai depuis longtemps compris qu'elle était tout entière dévouée à la vampiria. « Dès ce soir, vous recevrez votre première leçon, » continue-t-elle. « Pour l'occasion, conformément à la tradition de notre école, nous aurons l'honneur d'accueillir à la grande écurie 2 anciens pensionnaires parmi les plus prestigieux. Je veux bien sûr parler de ceux qui ont remporté la gorgée du roi l'année dernière. Surage de Gépour et Lucrèce du Crève-Cœur. » Le souvenir de l'écuyer qui m'a raccompagnée à l'école au soir de ma fuite, presque un mois plus tôt, me revient en mémoire. C'est une image des plus floues, car j'étais épuisée et choquée, tenant à peine debout.
Je me rappelle juste son turban ocre tranchant avec la mode de Versailles, son teint cuivré et l'impression de gravité émanant de sa personne. Quant à ce nom, Jaipur, il m'évoque l'Orient lointain. J'attends la toilette du soir, quand Naoko et moi sommes seuls dans notre salle d'eau, pour l'interroger à ce sujet. Toi qui étais déjà à la grande écurie l'année dernière, est-ce que tu connais les 2 écuyers qui vont venir nous faire cours? Elle hoche la tête. Oui, je les connais. C'étaient les plus talentueux de la promotion des aînés. Les plus durs aussi, car on ne devient pas écuyer du roi sans se battre. Dans son regard sombre, je comprends qu'elle fait référence à la dureté dont je devrais moi-même faire preuve au cours de la compétition, si je veux avoir une chance de l'emporter. La cruauté d'Hélénaïs n'est rien face à celle de Lucrèce, ajoute-t-elle. Après qu'elle a bu la gorgée du roi, les ténèbres ont révélé sa vraie nature, celle d'une furie féroce. Une rapace aussi belle qu'impitoyable. Quant à Suraj, c'est un chevalier rajpout descendant d'une ancestrale caste de guerriers hindous. Il vient de Jaipur, l'un des royaumes les plus puissants parmi la multitude qui compose les Indes. À ce que l'on raconte, le Maharaja de Jaipur aurait envoyé sa meilleure lame à Versailles pour demander l'appui de l'immuable en vue d'une alliance militaire. Les paroles de Naoko font écho à celles de la princesse des Ursins que j'avais surprise dans les jardins royaux. La ministre avait affirmé que le sous-continent indien était menacé par les striges. Je pressens que c'est la raison pour laquelle le Maharaja de Jaipur a dépêché un émissaire à la cour des ténèbres. Suraj s'est battu comme un tigre pour intégrer la garde du roi, afin d'avoir son oreille, conclut Naoko. J'ignore s'il a obtenu gain de cause auprès du souverain. Lorsque je suis arrivée à la grande écurie, il y a 2 ans, nos origines orientales nous ont rapprochés un instant, mais je ne lui ai pas parlé depuis. Au tremblement de sa lèvre carmin, je crois deviner qu'il s'agissait de davantage qu'un simple rapprochement. Suraj et toi, vous étiez ensemble? Je murmure. Un pâle sourire passe sur le visage de Naoko. Non, je n'ai jamais été avec personne, dit-elle. La solitude infinie de cette étrange jeune fille me fend le cœur, comme lorsqu'elle m'avait avoué avoir appris la coiffure et la peinture toute seule, le jour de notre rencontre. Du reste, le cœur de Suraj était déjà pris, du temps où il vivait à la grande écurie, ajoute-t-elle. Personne ne le sait ici. Mais moi, je l'ai appris lors d'une promenade nocturne, l'année dernière, alors que le sommeil me fuyait une fois de plus. Depuis l'une des fenêtres du couloir, j'ai vu Suraj traverser la cour pour se réfugier dans l'écurie avec une 2e personne. Tu veux dire que Suraj avait une liaison avec une pensionnaire? Naoko secoue la tête. Pas une, un. C'est un cadet. Le caballero Raphaël de Montesueño, que j'ai vu se glisser dans l'écurie avec Suraj cette nuit-là. Et ce ne fut qu'un seul de leurs nombreux rendez-vous nocturnes. J'en ai le souffle coupé. Des passions bien humaines battent dans le cœur de cette école conservatrice. Si les relations entre filles et garçons sont interdites à la grande écurie, dans l'ombre d'une cour patriarcale obnubilée par l'étiquette, je n'ose imaginer l'opprobre que susciterait l'idylle entre 2 amants du même sexe. Je n'ai bien sûr rien dit à personne, conclut Naoko. Je ne suis pas du genre à livrer le secret d'autrui. Et de toute façon, Suraj a lui-même mis un point final à cet amour interdit lorsqu'il a intégré le service du roi, conformément aux vœux du Maharaja. Son destin ne lui appartient plus désormais. L'immuable décide personnellement du mariage de chacun de ses écuyers et écuyères. Nul doute qu'il renverra Suraj aux Indes pour y représenter la France, à moins que ce dernier ne périsse avant, en service. La rumeur raconte que depuis 1 an qu'il est à la cour, il réclame les missions les plus périlleuses, comme s'il cherchait la mort. Je médite ces paroles quelques instants. Elles éclairent d'un jour nouveau la tristesse que j'ai lue dans les yeux de Raphaël lorsqu'il évoquait les corbeaux venant à Versailles d'aussi loin que les Indes. Quant à ces sempiternels habits noirs, ce n'est pas seulement la mode d'Espagne, je le pressens. C'est aussi la couleur d'un amour dont il porte le deuil.